Ok, donc j'espère que votre petite pause café s'est bien passée. Nous allons reprendre nos travaux. Et cette fois-ci, nous allons commencer par un panel qui va porter en fait sur le cloud. Donc la thématique, c'est migration vers le cloud, réalité et nécessité. Retour d'expérience des DSI sur les étapes, les avantages, les risques de la migration et la marche vers le cloud souverain africain. Donc, pour animer et modérer cette table ronde, je vais appeler M. Taïeb Debag, qui est ex-secrétaire général au ministère des TIC au Maroc. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît ? Voilà, Monsieur Debag, donc je vous laisse la main et je vous laisse gérer votre panel et appeler vos intervenants. Voilà. Vous me laissez le micro aussi, merci. Bien, malheureusement, il n'y a pas autant de monde qu'hier. On aurait voulu avoir un peu plus de, de participants, mais peut-être que la qualité, c'est... Alors, je vais tout de suite appeler les intervenants. Je vais commencer par M. Abdoulaye Bolidium, qui est représentant du club DSI du Sénégal. Ah, il est là, il arrive. Alors, puisque notre temps est limité, je vais tout de suite enclencher en appelant mon cher ami Modi Seck, qui est président du club DSI du Mali, et qui devait être à distance et qui a fait l'effort de nous rejoindre. Il est arrivé hier soir. Merci beaucoup. Je vais appeler également mon ami Raouf Mqaddmi, qui est représentant du club DSI de Tunisie. Et je vais appeler également Hugues Toé, qui est président du club DSI Burkina Faso. S'il est là, apparemment il n'est pas là. Monsieur Hugues Toé n'est pas là. Eh bien voilà, donc il n'est pas là et ça tombe bien parce qu'on n'avait que 4 fauteuils. Et sinon, ça en aurait obligé d'ajouter le 5e fauteuil. Et bien évidemment, par galanterie, je n'ai pas commencé par notre ami marocain. Et maintenant, j'appelle M. El-Hussein Edrissi, vice-président OSIM Maroc. Bien, alors bien évidemment, la thématique est vers le cloud et quelle marche vers le cloud africain. Ce que j'ai suggéré à nos amis, c'est, étant donné qu'on a 60 minutes, on va répartir le temps de la manière suivante. On va d'abord prendre 5 minutes chacun pour aborder la première grosse question. Quel est votre retour d'expérience du cloud dans votre organisation et peut-être dans votre pays? Est-ce qu'il y a eu des initiatives qui ont été faites dans ce sens-là? Et la deuxième partie sera consacrée à cette notion de démarche pour un cloud africain et on fera un autre tour de table pour recueillir les avis des uns et des autres. Et comme je disais tout à l'heure, par galanterie et par nécessité protocolaire, on va donner la parole à nos amis invités avant de donner la parole à notre ami marocain. Et ainsi, je vais commencer par M. Abdoulaye Bolidium, qui est représentant du club Sénégal, pour nous dire quel est son retour d'expérience par rapport à l'utilisation du cloud et qu'est-ce qui se passe au niveau du cloud, au niveau du Sénégal, bien qu'on a eu quelques bribes d'informations tout à l'heure. Merci. Merci, C-Type. Je dirais déjà d'emblée que c'est un retour d'expérience qui est pour le moment positif. Parce qu'au départ, nous étions focalisés sur comment gérer nos données en interne. Nous avions fait une option en interne, genre cloud privé, c'est-à-dire qu'à travers un opérateur qui est au Sénégal, un partenaire
côté sécurité. Nous avions délocalisé nos données au Canada pour beaucoup de raisons, parce qu'il fait beaucoup plus froid, parce qu'il n'y a pas de problème d'électricité, parce qu'ils ont l'expertise. Et donc, à un moment donné, quand la loi sur la protection des données personnelles est venue s'imposer à nous, nous avons été obligés de revoir notre stratégie et donc de rapatrier le serveur de secours au Canada. Donc, serveur de secours qui s'inscrit, qui est l'épine dorsale du plan de continuité d'activité que nous avons déployé. Donc, nous avons dû redéfinir ce plan de continuité et donc maintenant aller vers une solution cloud. C'est comme ça qu'on est allé vers une solution cloud. Maintenant, actuellement, on est sur une solution hybride parce que sur la partie métier, nous avons gardé la main dessus. Nous avons une solution en interne. Nous gardons les données en interne, même si nous avons un site de secours. Et puis pour tout ce qui concerne les opérations, le contrôle interne, la gestion des risques et tout ça, il y a une partie qui est externalisée sur le cloud. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Bon, pour les financiers déjà, pour mon patron, il est content. Parce que nous, au départ, on était un tout petit réassureur. Et la réassurance étant une activité internationale qui nécessite beaucoup de capitaux, nous n'avions pas les reins assez solides pour porter le marché sénégalais parce que la loi nous oblige à le faire. Donc très tôt, le premier patron qui est passé là-bas a opté pour l'informatisation. Et puis le nouveau patron qui est venu il y a 2 ans a renforcé cette tendance-là, ce qui fait qu'aller sur le cloud nous fait déjà des économies financièrement. Comme classiquement on le connaît, ça permet de prendre sur les immobilisations les investissements classiques et les déporter côté charge. Donc déjà ça, c'est de gagner sur le plan financier. Au niveau management DSI aussi, on n'est pas une grosse équipe. Donc ça nous permet de limiter plus ou moins les frais côté personnel. Ça nous a aussi déchargé de beaucoup de tâches administratives. Et ça a permis à la DSI d'être encore plus en profondeur dans la chaîne de gouvernance, d'être plus présent côté gouvernance, de mieux comprendre la stratégie de la société, de mieux planifier. Et donc sur la roue de Deming, sur la planification PDCA, et de mieux séparer les tâches. Donc il y a, j'allais dire, des retombées côté RACI, et c'est des retombées très positives pour la DSI. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager pour le moment. Merci beaucoup. Et au niveau national, il y a une initiative relative à un data center national? Oui, au niveau national, il y a déjà les data centers de Free, d'Orange. Il y a le data center national aussi pour le gouvernement qui a été inauguré, je crois, au mois de juin. Donc, il y a des initiatives à ce niveau-là. Et peut-être que la deuxième partie, on va parler de la coopération, des interconnexions nécessaires entre les États africains. Voilà. Et puis, il y a d'autres projets au niveau réassurance africain, une blockchain qui est en train d'être mise en place. On va en reparler tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup Abdoulaye. Modi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez toi au niveau de ton organisation et au niveau du Mali? Ok, bonjour tout le monde, moi c'est Modi Sek, mon ami Sir Taïb aime bien m'appeler Modi. Donc je suis le DSI d'une organisation sous-régionale. Je campe un peu le décor pour vous amener à comprendre tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, le siège est à Dakar. Ça regroupe 4 États, la Guinée, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Donc, nous avons en gestion un fleuve commun qui s'appelle le fleuve Sénégal, qui prend sa source en Guinée et qui se jette dans l'océan au niveau de Saint-Louis. Donc, nous faisons de la production de l'hydroélectricité. Donc, pour ce qui est des avantages au niveau du cloud, plutôt son implémentation au niveau de l'OMVS, je dirais que ça nous a permis de transformer l'informatique en centre de profit plutôt qu'en centre de coût au vu des décideurs.
parce que tout le temps nous sommes là en train d'amener au niveau des charges, achat de licences, achat de ceci, maintenance des serveurs. C'est ce qui m'a amené aussi, souvent je chahute les collègues qui envoyaient plutôt en entreprise, qui font de l'entrave à l'innovation. Donc le cloud, un peu, c'est comme l'esthéticien de nos salles de data center, parce que ça nous enlève un peu des tâches répétitives au quotidien. Nous n'avons plus à nous occuper du contenant, on gère plutôt le contenu. Donc dans notre cas, nous sommes allés vers une solution propriétaire, mais à faible coût, parce que cette solution englobe en même temps les différentes tâches au niveau messagerie, au niveau travail collaboratif, au niveau de la productivité. Donc ça a permis de valoriser, même en interne, certains qui se considéraient comme pas trop dans la chaîne. Et ça permet aussi de vulgariser un peu l'information et de faire participer tout le personnel à la vie de l'entreprise. Ce qui forcément va accroître la productivité. J'ai parlé de ces 4 états, c'est pour montrer un peu le périmètre. Vous voyez, si on devait sur chaque site installer une infrastructure, le coût que ça allait faire. On a construit des ouvrages hydroélectriques, des sociétés qui gèrent ces ouvrages dans les capitales de ces États. Bon, j'emmène un peu dans la géographie au niveau de Conakry, de Bamako, de Nouakchott et de Dakar. Donc, ça nous a enlevé, à travers cette mise en place, cette urbanisation informatique, qui n'est limitée, je le dis souvent, que par l'imagination humaine. Parce que nous avons su répondre avec un outil qui était adapté. Par exemple, avec l'avènement de la pandémie, nous sommes à près de 525 réunions virtuelles, y compris des sessions de bureau, toutes nos réunions de... Excusez-moi, je n'ai pas bien écouté les consignes. Donc, qui nous a permis de tenir notre programme d'activité annuel. Parce qu'on avait interdit les voyages, il y avait des difficultés d'aller sur ces différents sites pour pouvoir travailler. Aussi, nous sommes financés par nos partenaires, les PTF, les partenaires financiers et techniques qui nous appuient en plus de l'effort des différents États membres de l'organisation dans le budget de fonctionnement. On a des ouvrages à construire, donc ça nécessite beaucoup de mobilisation des ressources financières. Là, ça va m'amener un peu vers un mot du ministre Papsar ce matin. Il a évoqué le problème de l'énergie. Justement, l'OMVS était un acteur pour permettre aux autres activités des pays de bien marcher dans le domaine du numérique. Parce que sans électricité ou sans les énergies renouvelables, il va sans dire que nos équipements ne vont pas aller. Donc je vois à travers le cloud, ce que nous a apporté, c'est de la productivité. Ça nous a permis, avec la pandémie, de tenir toutes nos réunions statutaires et à différents niveaux, aussi bien au niveau de l'entreprise au bureau, au niveau de nos sociétés d'exploitation, délocalisées dans les pays, que dans les sphères décisionnelles, parce qu'on est hiérarchisé. Il y a le siège qui est à Dakar, il y a le conseil des ministres qui chapeaute cette instance, et au-dessus, il y a la conférence des chefs d'État. Donc, tout cet écosystème ont pu travailler grâce, je peux dire, à l'outil que nous avons installé. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Et ça a donné envie, au point que maintenant, les collègues au bureau, dès qu'ils arrivent, ils te demandent « Ah, Modi, il n'y a pas de réunion aujourd'hui ?» Et au niveau aussi du partage, ça a donné un essor à l'élan de numérisation et de digitalisation qu'on avait essayé. Par exemple, avec la terminaison, que vous soyez au bureau ou pas, vous avez accès à l'information. Donc, à travers les endpoints, la mobilité que ça a suscité. Donc, ce contenu a permis de valoriser, je dirais, aussi bien le SI que d'accroître la productivité au niveau de l'organisation. Je ne sais pas si vous avez été vigilant par rapport à
cybersécurité en permettant aux gens de se connecter à distance? Ben justement, on est allé vers, avant la mise en place de l'outil, on est passé par une phase de planification qui a un peu regardé, parce que ce n'est pas l'affaire. Nous sommes les Haïti, nous avons les éléments de langage, mais forcément d'autres ont la passion. Donc il a fallu mettre sur place une équipe et chacun venait un peu avec ses idées ou ses appréhensions par rapport à la solution. Parce qu'avec le cloud, certains, au niveau du personnel, c'est des acquis. Par exemple, quelqu'un qui détient un fichier ou qui a une donnée est un moyen de pouvoir pour cette personne. Donc voir cette ressource et enlever de sa main, il ne sait pas, c'est comme nous tous, en mettant tes sous, tu te demandes ça va dans quelle banque, dans quelle caisse. Donc il a fallu réfléchir à tout ça, au niveau coût, au niveau sécurité, et qui a motivé le choix de l'outil et du prestataire. D'accord. Tu peux nous dire un mot sur Data Center au niveau du Mali? Est-ce qu'il y a des initiatives ou des projets dans ce sens? Oui, au niveau national, je vais porter cette fois-ci ma casquette de président du club de DSI du Mali. Donc, nous intervenons au niveau du pouvoir public avec des acteurs privés, et notamment FAMIB qui est là avec Amadou Diawara qui interviendra plus tard. Donc, l'État a tenu à la souveraineté numérique par la mise en place d'agences. Vous avez l'agence malienne de régulation des télécommunications et des postes, la RMTP, qui a misé un peu sur le contenu également, mais du contenu cette fois-ci pas propriétaire, en allant vers de l'open source et en dématérialisant beaucoup d'activités pour rapprocher plus le citoyen de l'information. L'handicap aussi, c'est un peu au niveau de l'enclavement de mon pays qui est le Mali, qui n'a pas de débouché sur la mer. Donc, à travers la SMTD, la Société malienne de transport et de distribution, qui a quand même fait l'effort de tirer plus de 3000 km de fibres optiques, aussi bien au sud et au nord du Mali. À cause de la crise sécuritaire, il y a d'autres acteurs comme Agetic qui interviennent dans la production de contenu avec des solutions dédiées de l'intranet gouvernemental. Et là, il y a des visioconférences pour les sessions ministérielles, et ainsi de suite. Très bien, merci beaucoup. Bon, je vais passer à mon ami Seraouf pour nous dire, bon, on est très proche de la Tunisie, on a beaucoup d'échanges et beaucoup de visites parce que la Tunisie, bon, depuis que j'étais à l'UT, était toujours leader en matière d'organisation, de manifestations et tout ça. Je disais à nos amis marocains, mais pourquoi vous ne faites pas la même chose que la Tunisie? Eh ben, les Tunisiens nous dépassaient toujours, ils étaient toujours les initiateurs de pas mal d'événements au niveau de la Tunisie. Et je tiens à vous préciser aussi qu'en matière de cybersécurité, ils étaient très en avance par rapport à nous, parce que moi j'avais suivi un peu tout ce qu'ils faisaient depuis les années 2005-2006. Bon, maintenant je laisse la parole à Seraouf pour nous dire quel est son retour d'expérience par rapport à l'utilisation du cloud et quels sont les apports. Et le deuxième aspect, que fait la Tunisie en matière de cloud? À toi la parole, Seraouf. Merci Setaïb. Bonjour tout le monde. Je dois d'abord remercier les organisateurs de nous avoir invités en tant que club DSI Tunisie. Et félicitations pour cette 10e édition. Maintenant, par rapport aux entreprises tunisiennes, moi d'abord, je suis dans une administration, donc je fais partie d'un établissement étatique. Et la réalité des choses, c'est qu'à chaque comité système d'information, c'est un comité qui se tient tous les 4 mois, les décideurs, les responsables des principales directions, à chaque fois, ils se demandent, faut-il migrer vers le cloud? Et nous, bien sûr, les informaticiens, les DSI, nous répondons toujours par un grand oui, parce qu'on connaît l'histoire, on connaît que l'Afrique, comme continent, comme pays, on a raté pas mal de tournants dans l'histoire, des tournants dans l'industrie et dans l'éthique. Et bien sûr, le cloud, il est là, donc c'est une opportunité. Et le cloud, il a des avantages et des vertus qui ne sont pas maintenant à démontrer. Donc le cloud, il réduit la fracture numérique, en particulier pour nous, Africains. Il réduit les coûts d'investissement,
il démocratise, si vous voulez, l'introduction dans l'éthique pour même les toutes petites entreprises. Et en particulier, le cloud, il augmente la production et la productivité puisqu'on se penche beaucoup plus sur notre métier par rapport aux aspects techniques et des outils techniques. Mais réellement, maintenant, lorsqu'on touche les choses en pratique, on voit que les choses ne sont pas toujours faciles parce que, bon, si je prends l'exemple de la Tunisie, je vois qu'il y a, dans les entreprises, il y a le cloud à deux vitesses. Il y a les sociétés privées qui vont beaucoup plus vite vers le cloud par rapport à l'administration tunisienne. Et pour quelle raison? Parce que nos décideurs, peut-être que maintenant ils ont la tête ailleurs, mais réellement ils trouvent du mal à accepter le fait que les données de l'entreprise soient hébergées en dehors de ces murs, des murs de l'entreprise. Et là, c'est un problème culturel que le club DSI travaille dessus depuis quelque temps, à travers bien sûr la formation, l'information, la sensibilisation. Donc on organise beaucoup d'afterwork et des journées thématiques avec le gouvernement, avec l'administration tunisienne, pour les sensibiliser, pour faire bouger les choses comme le font les sociétés privées. Ça, c'est le côté culturel. J'aimerais bien aussi aborder le côté technique. Le côté technique aussi, il n'est pas aussi fluide dans l'administration, encore une fois, parce que je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les pays africains. Pour faire des acquisitions IT, on est appelé à faire des appels d'offres. Et dans 99% des cas, ce sont des appels d'offres à moins de 10 ans. Donc au fil du temps, avec les années, donc, on se retrouve avec un puzzle de technologie. On trouve donc, vous connaissez ces tailles, donc on trouve tous les OS presque dans un seul data center. On trouve les Windows, les Linux avec toutes les versions. La couche SGBD aussi, on trouve les Oracle, les MySQL, les SQL Server. Et le pire, c'est que même la couche de virtualisation, on en trouve plusieurs. On trouve l'Hyper-V, le VMware, le RHEV, même des propriétaires. Et ceci réellement ne facilite pas la tâche parce que c'est difficile de trouver un prestataire de cloud qui fournit des services autour de toutes ces technologies. C'est vraiment très difficile. Et la solution, bien sûr, c'est de migrer vers les standards. On n'a pas le choix, donc il faut migrer vers les standards. Il faut tout virtualiser et migrer vers les standards. Ensuite, passer vers le cloud. Pour notre cas, par exemple, là où je travaille actuellement, on a dû préférer, comme l'a dit Maudit, donc on a dû préférer la continuité d'activité. Et pour marier ceci avec une forme de cloud, c'est le housing. Donc une partie de notre data center a été logée ailleurs pour assurer la continuité d'activité. Et depuis mars 2020, on a commencé à faire la migration vers les standards du marché. Et on espère terminer vers mars 2022 pour que les choses soient prêtes pour la migration vers le cloud. Ça, au niveau de l'entreprise. Très bien. Et au niveau du pays? Au niveau du pays, bon, les data centers, il y en a beaucoup. Hein. On a les opérateurs télécoms, ils ont leur data center. Nous avons Dataction qui est privé, c'est un grand, c'est-à-dire qu'il y a un grand data center. Mais il y a une étude intéressante qui a été faite par EY pas très longtemps, c'était en août ou septembre 2021, qui a fait ressortir que les entreprises africaines, ils ont un penchant, ils vont beaucoup plus vite vers les services autour du cloud que héberger leurs données dans le cloud. Et pour quelle raison? Parce que, à cause d'une raison qui sort du cadre de l'entreprise, qui est la réglementation nationale en matière de cloud. Il se trouve que cette réglementation, ou bien elle est inexistante, ou bien elle est incohérente. Et bien sûr, ceci n'encourage pas vraiment le cloud à l'échelle nationale. Et donc, les pourcentages sont là, parce que l'étude, elle a dit qu'il y a 58% exactement des entreprises africaines qui ont été interrogées qui placent la réglementation comme premier frein devant l'adoption de cloud, devançant par ceci, bizarrement, la sécurité et l'infra. Mais quelque part, si on souhaite trouver une excuse, je pense qu'on peut le comprendre parce que la réglementation, si elle est là, bien sûr, elle va créer un environnement de confiance entre le prestataire de cloud et le client. Si, bien sûr, cette réglementation, elle définit bien le rôle et la responsabilité de chacun, si elle rassure par rapport à la sécurité des données, et surtout, le plus important à mon avis, si elle rassure par rapport à
à la continuité d'activité. Parce que si on est cloudé totalement, nos flux et nos données sont chez le prestataire. Exact. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en fin de contrat? Ou bien, Exact. ou bien si on veut changer de prestataire, là c'est un grand problème. Tout à fait. Donc si la réglementation elle est là, c'est un garant pour nous pour faire ce travail convenablement. Il y a aussi le côté stratégique, si vous voulez qu'on en parle actuellement, maintenant on le laisse pour la suite. Rapidement. Donc le côté stratégique, en Tunisie, nous avons une loi qui n'est pas encore active, mais incessamment elle va sortir, qui s'appelle le Cloud First. C'est une sorte de loi qui oblige l'administration de se justifier si elle ne va pas vers le cloud. Très bien. Oui. Et là, c'est une bonne chose. Très bien, c'est une excellente idée. Ouais. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire à ce sens-là. Parce qu'elle va obliger les administrateurs de réfléchir avant de faire des acquisitions comme ça. Il y a une autre stratégie sur laquelle le club DSI travaille actuellement, c'est le cloud sectoriel. Moi, je prends ça à cœur vraiment, parce qu'il se trouve que plusieurs administrations et entreprises, ils font à peu près le même métier. Moi, je suis dans le transport et je sais ce que c'est, mais même dans l'industrie, dans l'agriculture, c'est la même chose. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, ces entreprises qui font à peu près la même chose, ils partagent les mêmes données, les mêmes flux, ils font un seul schéma directeur. Pourquoi plusieurs schémas directeurs? Un seul PCA, un plan de continuité d'activité. Pourquoi plusieurs? Pour que par la suite, les choses soient prêtes pour aller vers un seul data center. Exact. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, ce que je voulais rebondir sur cela, parce qu'il y a exactement 2 semaines, j'étais en contact avec un directeur d'une administration canadienne. Et on était en train de discuter d'un certain nombre de choses et on a abordé le cloud. Et justement, ça fait presque 4 ans que le Canada a sorti une réglementation pour l'administration, le Cloud First. Et d'ailleurs, il y a un document que je peux partager avec vous qui explique exactement le concept du Cloud First au niveau d'un pays. Et donc, ils leur ont donné, et dit oui, moi je suis plutôt dans l'opération inverse, je suis obligé d'aller vers le cloud, mais ils leur ont dit, voilà quelles sont toutes les démarches. Entre autres, c'est ce que peut-être on va aborder tout à l'heure, la classification. Classifier vos données, et à partir de ce moment-là, on peut poser la question, mais le cloud first. Et donc ça, c'est une notion importante, et je partagerai avec vous le document en question. Donc maintenant, Sir Hussein, que faites-vous au niveau du Crédit Agricole avec le cloud et lors de avant et pendant la pandémie? Et dites-nous 2 ou 3 mots sur l'aspect cloud au Maroc, parce que vous avez suffisamment d'informations dans ce sens-là. Alors, peut-être avant de répondre sur ces 2 questions, j'ai envie de dire quelques mots par rapport à l'OSIM, parce qu'en fait, on a une activité qui est extrêmement riche. Et je voulais partager avec l'audience que l'OSIM, c'est une association qui aujourd'hui regroupe plus d'une centaine d'entreprises, qui anime un ensemble d'activités, les assises de l'OSIM, dont la prochaine devrait se tenir l'année prochaine, des rendez-vous de l'OSIM qui ont été convertis pendant la période de confinement en webinaire. On en a réalisé plus d'une vingtaine. Des livrables, des livres blancs, une chaîne YouTube. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site osimaroc.ma. Alors, Crédit Agricole du Maroc, c'est une banque qui n'est pas liée à Crédit Agricole France, c'est une banque dont l'actionnaire principal est l'État marocain. Et de ce fait, la relation avec le cloud, elle est freinée par une réglementation qui nous empêche d'enregistrer les données sensibles à l'international. Il faut que ça soit dans le territoire national. Alors, ceci, ça fait que le réflexe naturel est de ne pas envisager le cloud parce qu'effectivement, sur un projet majeur, c'est ça, le projet majeur devrait être un projet qui va toucher le métier. Donc, assez rapidement, on se retrouve à être sur des données personnelles. Enfin, des données sensibles, pas personnelles, justement. L'impact, c'est que d'abord, nous, on vient de mettre en place un nouveau data center qu'on a inauguré en début de cette année, qui est Tier 3. Ça veut dire qu'on a fait un investissement important
et qu'il n'est pas nécessairement dans la tendance qu'on défend aujourd'hui. Maintenant, ça s'est fait dans un contexte réglementaire et les décisions ont été lancées à un moment où effectivement il n'y avait pas encore de cloud souverain au Maroc. Et je pense que sur ces 2 jours, on a vu qu'il y a eu quand même une avancée très appréciable qu'il y a eu au Maroc par rapport à la disponibilité de cloud qui peuvent nous permettre d'héberger nos données de manière souveraine. Cependant, le lien avec le cloud ne s'est pas arrêté à ça parce que dans notre projet, dans le cadre de nos projets de digitalisation et parce qu'on est une banque qui, c'est vrai que nous avons une mission de service public qui est dédiée au financement des agriculteurs et là on a un rôle qui est important, mais en parallèle, on a aussi le rôle d'une banque avec un service universel qui sert l'ensemble des services bancaires qu'on va retrouver au niveau du secteur. Et on est donc dans un secteur hyper concurrentiel. On n'a pas d'autre obligation que d'offrir les meilleurs services de la place à nos clients. Donc la digitalisation est un fait qui est aujourd'hui totalement intégré et sur lequel on fait quand même de très bons résultats. On se distingue au niveau de la place. Et on ne peut pas passer d'un élément important qui est le traitement des données ou des plateformes data analytics ou bien big data. Et ça, on peut faire ce qu'on veut. On peut avoir la plateforme serveur qu'on veut, mais on ne peut pas le faire de manière efficace en traitant les données au niveau du data center. Donc on a l'obligation d'aller sur le cloud. Et en fait, sur cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une optique de cryptage de données avant de les faire sortir. On traite les données à l'extérieur et on les rapatrie, on décrypte, etc. Donc il y a des contournements. Malheureusement, ce contournement-là ne me semble pas faisable sur des systèmes de gestion. Alors, pour moi, c'est vrai que le cloud, on peut l'envisager sur la partie infrastructure et qui est externalisée. Ça, c'est un sujet. Ça peut répondre à des problématiques de disponibilité, d'agilité, etc. Mais il y a aussi un autre levier, c'est effectivement un certain nombre de services qui sont déjà disponibles au niveau du cloud, un certain nombre de solutions qui sont là, et aujourd'hui qui sont totalement inenvisageables dans notre contexte. La chance que nous avons au niveau du Crédit Agricole, c'est qu'on compense ce manque potentiel d'agilité par le fait que notre système d'information, notre core système banking, il est développé en interne, on est agile. Mais peut-être que ça aurait pu, on aurait perdu quand même un peu d'agilité si certains choix n'avaient pas été faits à un certain moment. Maintenant, par rapport au contexte national, j'en ai dit un mot, effectivement. Je pense qu'il y a des choses qui sont au regard de la souveraineté des données qui sont tout à fait compréhensibles, même si ça peut poser un frein. Mais je pense que c'est une étape provisoire, transitoire, et qu'aujourd'hui, qu'on a des data centers souverains, je pense qu'il y a peut-être une initiative de Cloud First à initier et qui devrait permettre de dynamiser ou de mettre un peu plus de financement dans cet écosystème. Parce qu'à un moment donné, il faut que ces plateformes nationales puissent être rentables et que le circuit économique soit quelque chose de dynamique et performant. Alors, je voulais juste faire un témoignage. Avant d'arriver ici, avant-hier, j'ai eu l'appel de quelqu'un qui est dans une compagnie d'assurance et qui voulait justement aller sur le cloud, mais il est infrastructure d'importance vitale. Donc, il est en plein de la loi de la non-divulgation de l'information ou dépôt de l'information. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce que tout à l'heure, Hussein m'a regardé quand il a parlé d'informations données sensibles. Je lui dis il y a une grosse confusion qui est dans la tête des gens. Nous avons une loi de protection des données personnelles où on parle de données sensibles, qui sont les données relatives à la santé, à l'appartenance d'un syndicat, les aspects religieux, etc. C'est ça la donnée sensible. Donc je pense que Omar, s'il est là, il va me corriger si je fais une erreur. Et dans le cadre de la loi de cybersécurité, il y a l'information sensible, qui est autre chose, d'accord ?
par rapport à l'information sensible lorsqu'elle est, divulguée, ou ceci peut apporter atteinte à la sûreté de l'État, à la santé du citoyen, à ceci et cela. Ça fait partie un peu des infrastructures d'importance vitale. Alors, bon, je pense que, bon, je ne sais pas si certains ont pu voir, j'avais écrit un article il y a un an où j'appelais « Souveraineté numérique, utopie ou réalité ». Bon, en fait, pourquoi je l'avais écrit? Parce que c'était la question qui se posait à tout le monde. Et en fait, bon, on va y arriver. En fait, on doit arriver au multi-cloud à travers la classification. Et d'ailleurs, c'est la tendance internationale. On ne peut pas être ni oui, ni non, catégorique. C'est pour cela que les gens qui ont sorti les lois de non-dépôt de données à l'étranger et dans l'administration marocaine, pour ne pas se poser de problème, on dit c'est non. On est tranquille. N'importe quelle information, elle est sensible. Et Allah, allez dire le contraire. Alors bon, si on reste sur ça, qu'est-ce qui va nous arriver? On va rater le virage du cloud, et si on rate le virage du cloud, on va tout rater. Et ça, bon, j'espère que les nouveaux dirigeants du ministère en charge du secteur l'ont compris, mais il ne faut surtout pas interdire aux gens de toutes les données, bon, parce que j'ai eu des exemples précis où des gens du ministère de l'Intérieur, les gens leur ont posé les questions, ils disent non, tout ça c'est sensible, c'est même pas la peine de classifier, toutes vos informations sont considérées comme informations sensibles, donc elles ne doivent pas sortir à l'étranger. Donc, justement, ceci m'amène à débattre de comme le disait le titre, la marche vers le cloud africain. Et moi, je dirais plutôt la démarche vers une souveraineté africaine, parce que qui dit cloud, en sous-bassement, on parle de la souveraineté en tant que telle. Mais on va demander à nos amis à tour de rôle, dans le même ordre que tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils pensent de la démarche à faire pour un cloud africain et quels sont les prérequis à cette orientation. Merci. Déjà, je dirais que ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire. Ça dépend de la vision à l'échelle de l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire. Et la réassurance est un cas très intéressant, c'est même un cas d'école. C'est quoi la réassurance? C'est le deuxième niveau de l'assurance, c'est-à-dire c'est ce mécanisme des marchés financiers par lesquels un risque, ça peut être un risque qui est couvert pour une personne en assurance vie typiquement, et ce risque-là, il vient chez les assureurs le transfèrent chez les réassureurs parce que c'est des problèmes de capacité, et les réassureurs se partagent ce risque-là à l'échelle mondiale. Ça veut dire que la donnée personnelle, elle voyage, elle navigue d'un réassureur à un autre. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est vraiment un cas d'école. Donc c'est pourquoi je disais qu'il faut déjà à l'échelle de l'entreprise qu'on cherche qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite maintenant à l'échelle d'un secteur, les assureurs par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire? Chez nous, comme on est le réassureur national, on a cette obligation d'assistance technique. Donc d'aider les compagnies d'assurance non seulement à les couvrir correctement, mais même technologiquement à les doter. Et aujourd'hui, on est sur un important projet, par exemple de plateforme marché, où derrière, grâce au cloud, on espère pouvoir faire des études de profil, de faire de la tarification pointue, de mieux piloter les risques à partir de l'intelligence artificielle, de la data science. Donc de développer des modèles de machine learning, par exemple. Voilà, pour faire de la prédiction. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau secteur? Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau national? Tout ça, je pense que ça doit être une stratégie cohérente. Et après, maintenant, monter au niveau sous-régional, voire continental. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on considère, vous l'avez bien dit, comment on va segmenter la donnée pour voir la part qu'il faut garder à l'échelle nationale et la part qu'il faut transférer à l'échelle sous-régionale ou continentale. Un exemple classique encore, c'est la Covid. Quand la Covid est arrivée, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas eu une information comme quoi en Afrique, on a fait le vaccin, peut-être Afrique du Sud, je pense Afrique du Sud, mais pour le reste, on n'a pas pu le faire. Or, à un moment donné, une firme comme Moderna
a pu très rapidement sortir le vaccin grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'au moment de la Covid, si on avait mutualisé ces données personnelles, les données médicales, on n'aurait pas pu faire quelque chose? Parce que peut-être à l'échelle d'un pays, la masse critique, on ne l'aurait pas eu pour pouvoir aller dans ce sens. Donc, il faut qu'on adresse les problèmes. Et ça, ce sont nos gouvernants. Je lisais la stratégie Sénégal numérique 2025. D'ailleurs, je constate que presque nous tous, on a des plans numériques à l'horizon 2025. C'est bien. Alors, c'est très bien. Je vois, hier, j'ai beaucoup écouté les dirigeants. Presque chacun est en train de faire son data center. C'est normal. Il paraît qu'il y en a 200 en France et 80 en Afrique, donc 40 en Afrique du Sud. Donc, c'est tout à fait normal. Mais je crois qu'il faut que nos gouvernants soient plus agiles, que leur formation. J'ai lu dans le plan numérique qu'on devait on devait revoir les curricula, on devait aussi former les enseignants, on devait favoriser l'éclosion numérique. Mais on n'a pas parlé de former les gouvernants, alors que c'est eux qui décident. Eux, il faut qu'on les forme. Ils sont conscients, c'est vrai. Mais être conscient, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on est en train de changer de paradigme. C'est carrément une nouvelle économie qui est en train de naître. C'est des questions sécuritaires et économiques. Donc, il faut que nos gouvernants soient mieux formés. Ou sensibilisés. Mieux sensibilisés. Parce que former, ça veut dire qu'ils vont s'asseoir longtemps. Alors que sensibiliser, on peut les sensibiliser rapidement. Il y a des petits outils simples, des petits modules, par exemple, dans COVID-5, qu'ils doivent s'approprier. C'est ma conviction. Et aussi nos parlementaires. Parce que c'est eux qui font la loi. Exactement. C'est eux qui font la loi. Il nous faut un cadre réglementaire plus agile. Parce que la façon dont on fait nos lois en Afrique, c'est trop rigide. Exact. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire des choses, après ça prend du temps, après les machins, après les décrets, après. Je pense qu'il faut... Et une dernière chose, ça c'est une question mentale, c'est même les chefs d'entreprise, les gens, ils ont peur du cloud. Oui. C'est pourquoi j'ai parlé d'ailleurs de formation. Ils ont peur du cloud, il faut qu'on leur montre les avantages et les inconvénients. Oui. Et il faut qu'ils comprennent qu'on a opté pour une économie mondiale ouverte, interdépendante, où c'est la compétition, ce sont les règles du jeu. On les accepte et on doit se préparer pour. Très bien. Alors justement, je rebondis sur cette notion d'agilité. Parce qu'avec la pandémie du Covid, tout le monde est devenu agile du jour au lendemain. Alors qu'il y a une tendance nord-américaine en particulier dans l'agilité organisationnelle. Bon, je pourrais vous en parler par ailleurs, mais ce qui m'avait impressionné, c'est que dans l'administration américaine, 80% des appels d'offres ne sont plus fermés. C'est des appels d'offres agiles, c'est-à-dire on définit comment on va travailler ensemble pour arriver à certains objectifs, mais sans avoir « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». C'est-à-dire l'administration américaine oblige les administrations à lancer des appels d'offres agiles, d'accord? Et ça, c'est une notion qui pourrait intéresser aussi l'ensemble du continent africain par rapport aux contraintes des législations. Alors là, les organisateurs me bousculent, ils m'ont donné 1 heure, après ils l'ont réduit à 45 minutes, après maintenant on me dit ça y est, ça suffit, bon, mais je m'excuse, je vais rester à 45 minutes. Bien, alors je vous donne la parole, cher ami. Ok, merci. Donc, je ne serai pas long, je vais axer juste mon intervention sur 2 points. Au niveau de l'infrastructure, parce que Boli a donné tout à l'heure les statistiques, on n'est pas suffisamment doté. Donc, quand vous regardez la typologie par pays, déjà au niveau de la Tunisie, en discutant, parce que le Mali était le pays invité d'honneur au dernier forum des DSI en octobre passé. Donc, il y a un data center qui est passé tier 4. Tout à l'heure, mon ami de la Tunisie, du Maroc vient de parler de tier 4. Alors que dans d'autres zones d'Afrique, c'est des zones blanches. Pourquoi ne pas mutualiser et aussi regarder au niveau de la connectivité? Au niveau, il y a certains pays qui ont lancé déjà des satellites et d'autres pas. Donc pour pourvoir, disons, ces zones blanches de solutions de connexion. Et l'autre point, jusque-là, nous ne parlons que de cloud. En regardant le mot cloud, ça veut dire quoi? C'est en anglais.
On regarde aussi l'appellation souvent véhiculée, c'est les nuages. C'est en français. Pourquoi ne pas adopter ce concept nous-mêmes? On s'amuse souvent dans nos after-work du club des DSI à trouver une appellation locale qu'on a appelée, bon, pour ceux qui parlent Bambara comme mon ami Birahim, ça s'appelle Sankolo Sanfi. Sankolo, ça veut dire ciel, et San, ça veut dire Sanfi, nuage. Donc, soit San Sanfi ou 2SF, pour terminer sur ces mots. Merci beaucoup, cher ami. Raouf. Merci, c'est Taïb. Donc, pour l'Afrique, en 2 mots, je pense que bon, c'est un rêve, réellement, mais pour le concrétiser, donc, on doit d'abord reconnaître nos inquiétudes et nos défaillances. En commençant par l'infrastructure, en commençant par la bande passante, donc tout ce qui est infrastructure d'ailleurs. Ensuite, la sécurité des données. Mais le plus grand chantier, à mon sens, c'est l'harmonisation. L'harmonisation, tout à l'heure, Smart Africa elle a parlé beaucoup on a parlé de la réglementation. Je pense qu'il faut harmoniser d'abord la réglementation autour des données, c'est très important. L'harmonisation des flux qui vont transporter cette donnée, c'est-à-dire leur localisation, l'authentification, la cryptographie, tout ça, tous les aspects techniques. Et bien sûr, l'harmonisation d'une veille réglementaire pour que les textes prennent vie tout le temps. L'harmonisation d'un label africain de data center, c'est très important. L'harmonisation d'un tarif préférentiel interafricain, tout ça, c'est très important à faire. Et je pense que Smart Africa peut faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a une étude, j'ai vu des chiffres sur Jeune Afrique dernièrement. Il anticipe le marché des data centers africains à 3 milliards de dollars en 2025 contre 600 millions de dollars en 2019. Donc le cloud africain, il va gagner en maturité et en résilience, si vous voulez. D'accord? Tout à fait. Alors justement, à côté de ce chiffre-là, je vais vous annoncer sur une étude qui était prévue pour 2020, mais je l'ai convertie pour dire quelles seront les projections pour 2022. Le chiffre d'affaires estimé dans le monde du cloud au niveau international est de 360 milliards de dollars, juste pour avoir une idée. Alors à un certain moment, il faut savoir de quoi on parle, même en parlant du cloud africain. C'est Hussein. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce que je suis d'accord. Effectivement, toute la partie sensibilisation, c'est pas juste essentiel. Pour moi, c'est plus important que l'infrastructure. Si on ne sait pas de quoi on parle, si on ne comprend pas de quoi il s'agit, si on ne comprend pas quels sont les enjeux, je parle de nos dirigeants, si on n'est pas sensible à ce qui se passe, effectivement, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. L'harmonisation, parce qu'effectivement, on a la légitimité de réfléchir en Afrique, à l'échelle africaine. Pourquoi? Parce que, en fait, on a une identité commune, c'est un continent commun, on en partage un seul continent, on a une histoire qui nous rapproche, on a une histoire qui se ressemble beaucoup, on a une identité qui est très proche, même d'un point de vue culturel, on a donc un avenir qui se construit ensemble. Donc, on peut légitimement construire cette harmonisation et cette réglementation ensemble. Sur la démarche, je pense qu'on n'a pas de... Enfin, j'ai de leçons à donner à personne. La démarche est relativement classique. Effectivement, il faut insister sur les moyens humains, pouvoir former et pouvoir garder et pouvoir... Alors, on n'en a pas parlé, je n'ai pas entendu la formation continue. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un élément essentiel. On ne peut pas ne pas intégrer la formation continue comme un élément essentiel pour pouvoir garder toutes nos compétences à jour de ces technologies qui avancent tellement vite. Alors, et pour finir, je pense que là, on est en train de franchir les pas qui nous emmènent vers cet objectif, même qui peut paraître utopique d'abord. Mais pourquoi il est utopique? Pourquoi il peut paraître utopique? Parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté alors qu'on est des pays consommateurs de technologie. Ce n'est pas possible. La souveraineté, c'est aussi être capable de produire la technologie. Peut-être pas la produire
produire toute la chaîne de bout en bout d'un seul coup, mais en tout cas, il faut que la vision qui va porter effectivement la sécurité, la capacité à mettre en œuvre rapidement, bien sûr, mais surtout en gardant en tête qu'il faut qu'on ait les compétences et on mette les capacités et les moyens pour produire la technologie en Afrique. Si on le fait, on pourra parler de souveraineté de manière un peu plus complète. Merci beaucoup, Sir Hussein. Alors, pour conclure notre atelier, j'ai une proposition qui fait un peu la synthèse de tout cela. Et à l'image de ce qui a été fait vers les années 2005-2006 en matière de cybersécurité, c'est que ce que j'ai envie de proposer, c'est la mise en place d'un agenda de la souveraineté numérique en Afrique. Et cet agenda doit passer par un premier point qui est très important, c'est justement le leadership et l'approbation des dirigeants. Puisqu'on est dans le Smart Africa, il y a 32 chefs d'État, et bien d'abord, il faut qu'il y ait une déclaration officielle de la volonté de ces 32 chefs d'État pour aller vers la souveraineté numérique. Par ailleurs, cet agenda peut être décliné en 5 points. Le premier point devrait être relatif à tout ce qui est gouvernance et mise en place de structures organisationnelles. Alors maintenant, dans le détail, j'ai quelques idées, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Le deuxième point, c'est tout ce qui est aspect législatif, réglementaire, d'accord, et harmonisation, bien évidemment. Le troisième point concernerait tout ce qui est aspect infrastructure et sécurité. Le quatrième point concernerait tout ce qui est développement des capacités, capacity building, qui inclut la formation, etc. Mais je vais commencer par dire sensibilisation et développement des compétences, d'accord? Et cette sensibilisation permettrait de servir tous les autres axes. Et finalement, on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, faire un cloud africain, de souveraineté africaine tout seul, étant donné tout ce qui a été dit. Il faudrait prévoir le type de partenariat et la coopération nécessaire pour atteindre cet objectif-là. Et ces différentes instances pourraient nous donner une feuille de route et pour dire comment on va procéder par sous-région, consolider ceci pour, in fine, à quel horizon, je n'en sais rien, avoir une structure de souveraineté africaine. Et je vous remercie. C'était 45 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Debag. Merci à tous les intervenants, à tous les DSI. Nous allons commencer notre deuxième panel. Alors, ce deuxième panel de la matinée porte sur la révolution industrielle 4.0. Quelle perspective pour l'Afrique à l'horizon 2030? Donc, industrie 4.0 et innovation, spécificité pour l'Afrique et chaîne de valeur. Et pour modérer ce panel, j'appelle mon ami Salah Baïna, qui est consultant et chercheur. Est-ce que vous pourrez applaudir pour lui, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Baïna, je suis la gardienne du temps, je suis la méchante sorcière. S'il vous plaît, donc on va essayer de ne pas dépasser 40 minutes. Je compte vraiment sur vous. Je sais que ce n'est pas facile, tout le monde va intervenir, mais il faut aussi qu'on voit le temps. Ok, merci beaucoup. Alors déjà, comme on avait dit qu'on allait parler d'Industrie 4.0 en 1 heure, je me suis dit c'est chaud. En 40 minutes, c'est même pas la peine. Permettez-moi d'accueillir, pour en parler, mes panélistes. Certains sont présents parmi nous, d'autres à distance. Je vous demande d'applaudir Madame Safia Faraj qui me rejoint sur scène, directrice générale Atos Maroc et directrice opération Atos Afrique. Par la suite, par ordre alphabétique, Shakib Achour.
directeur stratégique Huawei Maroc. Et je demanderai à Hicham Iraqi Husseini, directeur général SAP Maroc et Afrique francophone, de me rejoindre. Je rappelle qu'en ligne, nous devons avoir Bilal Jamoussi de UIT, la régie. Bilal. Bilal, tu es parmi nous, tu nous entends? On aura la confirmation sûrement plus tard. Alors, pour introduire très brièvement... Ah, ok, très bien. Le son. Bilal, est-ce que tu m'entends? Oui. Très bien. Donc, Bilal Jamoussi, Chief Study Groups Department, Telecommunication Standardization Bureau, International Telecommunication Union. Bienvenue parmi nous, à distance, comme ça a été l'habitude depuis 2 jours. Oui. Très bien. Je me permets brièvement et de façon très vulgarisatrice de partager avec vous une anecdote. J'ai un ami qui est cardio, enfin médecin cardiologue, et qui depuis quelques mois commence à prescrire des montres Garmin dans son ordonnance. Pourquoi? Parce que la montre lui permet d'avoir le rythme cardiaque de ses patients de façon plus longue et moins coûteuse pour lui que le matériel qui doit être loué aux patients. Et à la fin du check-up, les patients ils gagnent une montre Garmin. Donc c'est la médecine 4.0. Et je ne sais pas justement si c'est ça l'industrie 4.0, si vraiment, hier en fin de journée on parlait des usages, et est-ce que l'industrie 4.0 c'est finalement exploiter la technologie, la connexion, les capteurs pour changer la chaîne de valeur de notre métier? Et comme première question, je vous demanderai chacun de votre angle. J'ai sur place un producteur d'infrastructures, un intégrateur et une solution multinationale, et puis les normes. Que chacun me donne sa vision brièvement de ce qu'est l'industrie 4.0 et comment lui il l'aperçoit et comment il la vit. Les use cases, on en parlera peut-être dans un deuxième temps, mais de façon très simple, rappelez-vous, 40 minutes, il y a les méchants derrière. Safia, c'est à vous, les dames d'abord. Je pense, oui. Merci beaucoup. Juste très rapidement en introduction, donc moi je représente Atos, qui est aujourd'hui un grand groupe, comme vous avez dit, une entreprise de services numériques, avec une entité spécialisée dans tout ce qui est manufacturing et industrie 4.0, présente dans tous les pays, une 50aine de pays, très présente en Afrique. On est plus de 2000 personnes en Afrique. Alors, votre question, qu'est-ce que représente l'industrie 4.0? Donc c'est un buzzword qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et en fait, c'est une nouvelle révolution, la 4e révolution industrielle dans l'ordre, qui a été aujourd'hui facilitée par des avancées technologiques. Et moi, je dirais 2 grandes avancées technologiques. La première, c'est l'IoT, donc la capacité des objets à communiquer entre eux. Donc clairement, c'est un élément qui a favorisé ça, qui a ouvert à beaucoup d'usages. Et le deuxième élément, c'est évidemment lié à la data, donc la capacité de traiter très rapidement des data et de mettre de l'intelligence artificielle qui va permettre d'analyser ce qui s'est passé et de prédire le futur à partir de ce qui se passe ou des données passées. Donc clairement, ces 2 avancées technologiques favorisent aujourd'hui l'industrie 4.0 avec des usages un peu partout. Mais j'ai beaucoup d'exemples pratiques qu'on a mis en place que je partagerai avec vous plus tard. Vous m'entendez? Oui. Merci. Donc,
On va aller sur le vif du sujet. Donc, l'industrie 4.0, donc pour te répondre, Salah, c'est la télémédecine 4.0, c'est l'éducation 4.0, c'est l'industrie 4.0, c'est l'irrigation intelligente, c'est l'agriculture intelligente. Voilà, donc ça, ce sont les cas d'usage concrets. Maintenant, quand on parle de l'industrie 4.0, donc selon l'angle de Huawei, nous avons une stratégie et une vision qui est claire, qui est tracée sur 3 axes. Quand on parle de 3 axes, ça veut dire quoi? Ça veut dire all sensing, all connected, all intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les objets doivent être capables de capturer des données. Ça, c'est la première chose qui est très intéressante. Il faut être capable de capturer des données. Maintenant, une fois qu'on a capturé ces données, nous avons besoin de la connectivité. Donc, il faut transporter les données. Et une fois qu'on a transporté les données, il faut que ces données-là arrivent dans un data center et les traiter dans une plateforme de cloud et d'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez, le résumé est très simple. Pour l'industrie 4.0, il faut capturer des données, les transporter, et puis après, il faut les traiter dans une plateforme de cloud et d'intelligence artificielle. Donc, le processing des données sur une plateforme de cloud et d'intelligence artificielle, c'est ça qui va permettre la mise en place des applications d'usage, que ce soit de l'industrie 4.0 ou par exemple de l'agriculture ou de la télémédecine ou ce que vous voulez. Et plus tard, je partagerai avec vous des cas d'usage que nous avons mis en place et j'ai choisi volontairement des cas d'usage qui sont adaptés pour le contexte africain. Merci. Très bien. Bonjour tout le monde. Donc on est tout à fait dans un sujet qui a le vent en poupe et bien évidemment on parle énormément d'industrie 4.0. Comme a dit Safia, c'est vraiment l'émergence des technologies très fortes. Je partageais un chiffre, on parle d'IoT, on parle de connecteurs. En 2025, on prévoit d'avoir pratiquement 60 milliards d'objets connectés à travers le monde. Et naturellement, l'émergence de tout ça va nous ramener beaucoup plus de data et toute la puissance de calcul qu'on va retrouver chez les hyperscalers, dans les clouds, va nous permettre réellement de traiter ça très rapidement. Mais l'objectif qu'on doit garder en tête, c'est l'industrie 4.0, elle est là pour servir un besoin réel de ramener de l'intelligence au niveau de tout ce qu'on fait et d'augmenter un peu on a parlé de la médecine 4.0, etc. Mais c'est réellement d'augmenter chaque industrie dans laquelle on va opérer l'industrie 4.0 et à une certaine mesure, augmenter même l'humain. On parle de humanix, etc. C'est vraiment la volonté de pouvoir donner et tirer un maximum de cette intelligence qu'on va retrouver à travers la data, le big data, etc., pour augmenter chaque industrie séparément et permettre d'améliorer en fait nos conditions de vie à travers différents secteurs d'activité. Très bien, merci. Alors, Bilal Jamoussi, du point de vue des normes et des standards, comment vous définissez ou quelle est pour vous l'épine dorsale technologique et normative qui accompagne cette révolution industrielle? Merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation et pour la très bonne question à l'industrie 4.0. Ravi de vous joindre d'ici de Genève. J'aurais aimé être parmi vous physiquement, mais malheureusement, à cause du Covid, etc., les difficultés de voyager, ce n'était pas possible. Mais pour l'industrie 4.0, pour nous, depuis 2017, on a lancé à l'UIT ce qu'on appelle AI for Good Global Summit. Donc, l'intelligence artificielle pour le bien, avec l'intention d'utiliser l'intelligence artificielle et les données afin d'arriver aux objectifs de développement durable, Sustainable Development Goals, parce on croit vraiment que l'utilisation de l'intelligence artificielle, du machine learning et des données est un moyen pour arriver à ces objectifs qui sont juste à quelques années. On parle de 2030 pour atteindre ces 17 objectifs de développement durable. Donc, pour arriver à ça, ce qu'on a lancé avec cette AI for Good, qui est maintenant une plateforme virtuelle à cause du Covid, et qui a permis d'atteindre des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Chaque jour, on a un atelier, un webinaire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour des diverses applications, pour la santé, pour l'éducation, pour la mitigation des désastres naturels, pour
road safety, etc. De point de vue normalisation, nous avons un travail sur les normes des data centers, parce qu'on ne peut pas parler d'industrie 4.0 sans données. Il y a un nombre de normes qui définissent la connectivité de l'Internet des objets qui remontent les données vers ces data centers. Et puis, on a un nombre de normes qui travaillent sur la transformation digitale, parce que lorsqu'on parle de l'industrie 4.0, on parle du digital twin, donc l'environnement physique et la gestion physique de la ville, de l'hôpital, du transport, des finances, doit avoir un miroir numérique. Et dans la création de cette miroir numérique, il y a tout un état de normes que nous définissons à l'UT, parce que, par exemple, dans la transformation digitale des services financiers, avoir l'identifiant numérique digital, avoir la sécurité des transactions financières est un exemple. Dans la santé, on travaille avec l'OMS sur Digital Health. Cet après-midi, juste après ce webinaire, on va avoir un séminaire avec l'OMS sur Digital COVID Certificate. Donc, pour dire revenir à votre question sur la 4.0, c'est la transformation de notre espace physique sur la plateforme numérique. Le Digital Twin est un élément très important dans cette transformation 4.0, et les éléments de normalisation sont l'Internet des objets, le cloud et les data centers, l'utilisation de l'intelligence artificielle, du machine learning, et toutes les normes qui permettent l'interconnexion de ces domaines numériques. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour synthétiser et je dirais vulgariser le concept, il y a effectivement les technologies qui avancent et qui changent à travers le temps. Aujourd'hui, on parle de 5G, mais dans 6 mois, on parlera de 6G et ainsi de suite. Je ne veux pas qu'on rentre dans ce challenge de dire on a compris la 4.0, mais c'est quoi la 5.0 ? Donc, je préfère utiliser vos termes et dire que finalement, l'industrie 4.0, c'est une industrie intelligente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut dire par industrie intelligente ? C'est une industrie qui utilise des technologies à l'état de l'art. Aujourd'hui, ça s'appelle Digital Twin, Big Data, AI, for good si possible, etc. Donc, on reste sur ce terme d'entreprise intelligente qui est très cher à Hicham Husseini. Maintenant, pour rapprocher l'auditoire de cette intelligence, est-ce qu'on a des exemples concrets ? Est-ce que vous avez mis en prod des exemples, alors de préférence africains, mais je sais que certains parmi vous ont beaucoup plus d'expérience au niveau mondial, rapprochant le public de l'intelligence quand elle rencontre l'entreprise. Vous avez dit la médecine, l'industrie, l'éducation, l'agriculture, etc. Je vais commencer de l'autre côté peut-être tout de suite. Hicham, merci. Merci. En fait, il y a comme vous dites, il y a énormément d'utilisation. J'aimerais juste revenir sur un aspect fondamental, parce que au cœur de l'industrie 4.0, il y a l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas nouveau. L'intelligence artificielle, elle existe depuis des années. Ce qui nous a permis réellement aujourd'hui de l'avoir d'en parler autant, c'est en fait l'accélération des technologies, de computer power et de la data. C'est les deux choses réellement qui nous ont permis d'accélérer. Et demain, on va avoir, on parle de technologies de computing extrêmement puissantes qui vont révolutionner tout ça. Et certes, on va continuer dans cette exploration d'intelligence artificielle. Des cas d'usage qu'on retrouve, un cas d'usage qui me revient, qui est assez intéressant, c'est celui de Uber Freight, avec qui on a travaillé principalement aux États-Unis. Mais l'intérêt de cet usage, surtout dans toute la partie supply chain, dans laquelle on connaît toute la complexité, etc., qui permet vraiment de streamline, simplifier les process tellement aussi bien de Uber, mais surtout de clients à qui ils vont fournir le service. Parce qu'on est en train d'aller dans un monde qui est interconnecté. On parle de plus en plus de network, où on est dans un écosystème. Donc, on va dire l'industrie 4.0, elle n'est pas juste pour servir l'entreprise dans son cocon,
c'est au-delà de l'entreprise, on va aller chercher et se connecter avec l'écosystème pour pouvoir avoir cette fluidité et avoir ce service complet. Et donc, dans ce cas-là de Uber Freight, c'est Uber en tant que fournisseur, on va dire, de transport. C'est l'entreprise qui va mettre en place le système de supply chain assez avancé qui permet d'informer les drivers de Uber de venir au temps précis, de récupérer on va dire les cargos, de les transporter, d'avoir tous les outils nécessaires pour checker en temps réel, pour permettre aux clients des entreprises qui assurent elles-mêmes le fret d'avoir en temps réel la traçabilité, de permettre au client final qui est soucieux, on va dire, de la chaîne de froid dans certains cas de figure, d'être sûr que le produit final qu'il est en train de consommer, il a vraiment été respecté dans toute la chaîne. Donc c'est un peu ça, un exemple qui nous montre que l'industrie 4.0, elle est vraiment au-delà complètement de l'entreprise intelligente dont on parle régulièrement. Et tout l'intérêt, c'est de le mettre dans un contexte d'écosystème pour pouvoir faire bénéficier l'ensemble, on va dire, de la chaîne. Voilà. Shakib. Merci. Donc en fait, avant de partager les cas d'usage, c'est important de faire juste un petit retour par rapport à la définition de l'industrie 4.0. Donc en fait, le résumé, si vous voulez, c'est la combinaison magique, si vous voulez, de l'Internet des objets, de la connectivité de réseau, de cloud, de l'intelligence artificielle. C'est ça qui permet de mettre en place des applications d'usage de l'industrie 4.0. Alors, pour commencer, donc nous avons un cas d'usage que nous avons développé dans l'industrie 4.0. Et là, vraiment, donc, dans l'industrie 4.0, que ce soit dans l'industrie des voitures ou l'industrie, par exemple, des climatisations, donc on a des robots. Alors, en fait, aujourd'hui, donc l'industrie est robotisée, donc il y a une robotisation qui est très importante. Mais comment on va faire passer, donc, en fait, de cette robotisation vers une industrie digitale, une industrie 4.0? Et c'est le mariage, si vous voulez, de cette industrie robotique et digitale. Alors, dans le passé, donc, en fait, on a des bras de robots qui vont embarquer, si vous voulez, des caméras qui vont prendre des images, plusieurs images à la fraction de seconde. Et puis après, donc, ils vont transmettre ces images par les solutions je dirais, de computing normales, mais ça prend du temps. Donc aujourd'hui, pour optimiser les chaînes d'assemblage, donc on utilise, si vous voulez, donc on agit premièrement donc sur ces caméras de haute définition qui vont prendre des images, plusieurs images à la seconde, et qui vont utiliser une connectivité à travers la 5G. Donc il faut quand même citer 5G parce que si on parle de l'industrie 4.0, dans la robotique, on ne peut pas ne pas citer 5G, parce que nous avons besoin du temps de latence. Le temps de latence est critique. Donc, par rapport à cette industrie 4.0 dans la robotique, le temps de latence est très important parce que toutes les images qui sont prises par les caméras, qui sont véhiculées par un réseau rapide et qui sont transmises sur une plateforme de cloud d'intelligence artificielle qui permettent effectivement d'optimiser la chaîne d'assemblage et aussi également augmenter la qualité de contrôle au niveau de l'assemblage. Tout ça, ça permet effectivement de réduire les coûts de maintenance. Ça permet de réduire le temps d'arrêt des machines et ça permet également d'augmenter la productivité. Ça, ce sont des cas réels qu'on peut utiliser aujourd'hui, que ce soit pour l'industrie automobile, l'industrie de textile ou l'agroalimentaire. Donc, ce sont des cas réels. Maintenant, j'aimerais bien aussi partager avec vous d'autres cas aujourd'hui. On fait l'élevage du saumon en Norvège en utilisant cette combinaison magique de technologies, de cloud, de 5G, d'intelligence artificielle. Donc vous savez très très bien aujourd'hui le marché du saumon, il est dominé par exemple par la Norvège. Alors je parle de la Norvège, mais après je vais revenir vers l'Afrique parce que en Afrique, dans plusieurs pays, donc on a des agences gouvernementales qui sont dédiées à la culture, enfin l'aquaculture. Donc aujourd'hui, le saumon, on utilise les technologies aujourd'hui des caméras avec la reconnaissance faciale qui est appliquée donc au saumon pour détecter est-ce que le saumon il est malade ou il est intact. Et ça permet également, vous savez, dans le Norvège, il y a des fjords. Donc les personnes qui travaillent dans les fjords, ils travaillent dans des centres de commandement parce que la 5G permet d'avoir ce confort de temps de latence. Également, la possibilité d'avoir avec 5G donc cette connectivité de masse, donc de pouvoir collecter beaucoup de données et les traiter dans une plateforme de cloud d'intelligence artificielle. Tout ça, ça permet d'avoir
une meilleure qualité au niveau du saumon, une meilleure productivité et également une baisse au niveau du coût de la maintenance et de l'exploitation. C'est quelque chose qui peut être effectivement reproduit ici en Afrique. Et je finirai par un cas d'usage qui est très important sur l'irrigation intelligente que nous avons mis en place en Grèce, plus particulièrement c'est en Crète. Alors pourquoi la Crète? Parce que la Crète, ils ont une économie qui est basée sur l'agriculture, donc la culture des olives, et la consommation de l'eau est très importante. Ce qui est intéressant en Crète, c'est que la typologie de la Crète, elle est proche de l'Afrique, en tout cas proche de l'Afrique du Nord, que ce soit au niveau de la géographie, au niveau du climat, et donc la consommation de l'eau est très importante. Ce que nous avons mis en place, ce sont des capteurs. Donc nous ne fournissons pas des capteurs, on fournit des chipsets, mais on a travaillé avec des partenaires locaux en Crète, avec le gouvernement, pour mettre en place des capteurs. Toutes les 15 minutes, on va collecter des informations dans le sol, que ce soit au niveau de la température et d'autres paramètres qui sont définis avec des spécialistes, parce que nous ne sommes pas spécialistes de l'agriculture, donc on travaille avec des spécialistes de l'agriculture pour définir les paramètres et collecter ces paramètres-là, et après on va travailler sur l'intelligence artificielle, machine learning, après on va faire de la prédiction pour voir quelle est la quantité minimale d'eau à mettre en place pour l'irrigation. Et ce cas d'usage a permis aujourd'hui de faire une économie de consommation de l'eau de 85%. Alors, je vous invite à regarder ce cas d'usage de la culture des olives en Crète, qui est passé sur Euronews il n'y a pas longtemps et qui est disponible sur Internet avec une vidéo et qui explique d'une manière très très simple ce cas d'usage qui est très important. Oui, merci. Donc, en fait, on a pas mal de cas d'usage qu'on a mis en place avec les équipes Atos. Alors, dans l'usine même, mais en amont et en aval, dans le transport, dans l'extraction des produits bruts, et puis derrière des cas d'usage liés au consommateur final. Alors, quelques exemples qui sont intéressants. Dans l'agriculture encore, alors il faut savoir, on a travaillé avec la société Bayer aux États-Unis sur une problématique qui touche l'agriculture aux États-Unis et qui est liée aux parasites sur les vaches, sur les troupeaux de vaches. Donc il y a des mouches, des espèces de mouches qui peuvent causer des dégâts et derrière impacter la santé, la production de lait, etc. Et qui coûtent plus d'1 milliard de dollars en termes d'impact, de manque à gagner dans le secteur agricole. Donc on a mis en place en fait des caméras qui permettent de recueillir quasiment tous les jours et des photos des troupeaux, et puis à partir de là, compter et identifier le type de parasite et donner des traitements très tôt pour empêcher que ça se propage et qu'il y ait réellement des dégâts. D'autres exemples dans ce domaine, c'est tout ce qui est maintenance de lignes à haute tension. Alors là, si vous connaissez un petit peu ce domaine-là, la façon traditionnelle de faire, c'est d'impliquer l'humain, de venir en hélicoptère. Ça coûte cher, c'est dangereux, ça dépend des conditions climatiques. Donc là, typiquement, on a mis en place un système basé sur des drones avec des caméras infrarouges, des micros. Alors des caméras en fait hyper précises qui permettent à 100 mètres de voir 3 mm de précision et qui permettent d'inspecter et de permettre d'avoir des actions de maintenance bien ciblées et à temps. Peut-être dans le transport, un exemple pour compléter un peu ce qu'a dit Hicham, on a mis en place en fait sur des navires de transport un système qui permet basé sur de la modélisation 3D, de faire intervenir des experts à distance pour réparer ou maintenir des composants électroniques à l'intérieur des navires. Et ça, en fait, avec un bénéfice certain, c'est de ne pas nécessiter le déplacement dans le navire d'experts, qui sont rares, et puis de diminuer finalement l'effectif qui est dans les navires. Mais dans le transport et dans justement les navires maritimes, il y a énormément de use cases très intéressants liés notamment à la consommation, la consommation de fuel, de gasoil. On arrive aujourd'hui à limiter les vitesses, donc limiter la consommation avant l'arrivée des ports.
en fonction de l'occupation du port, on arrive à prévoir la vitesse que doit avoir le navire pour ne pas arriver trop vite, consommer beaucoup de fuel et puis derrière attendre son tour au port. On arrive aussi à gérer la disposition des containers sur les navires pour optimiser aussi la consommation. Donc il y a pas mal d'usages. Peut-être un dernier use case qu'on a déployé en Afrique, c'est avec Coca-Cola. Donc il s'agit de ce qu'on appelle connected coolers, c'est des frigidaires intelligents. Donc on voulait avoir une corrélation entre les performances des points de vente Coca-Cola avec la disposition des frigidaires. En fait, on a mis en place des frigidaires avec des capteurs qui mesurent un certain nombre de paramètres, comme par exemple la localisation du frigidaire dans le point de vente, la température. Et en fait, toutes ces données sont envoyées quasiment en temps réel vers un cloud où c'est analysé. Et grâce à ça, on a pu en fait comprendre de façon assez simple pourquoi certains points de vente ont de meilleures performances et vendent plus. Tout simplement, la température est plus froide. Il y a certains points de vente qui débranchent le frigidaire le soir et donc du coup, qui le laissent vide, qui mélangent d'autres produits. Et du coup, clairement, ça implique que ça vend moins bien. Donc ça a permis à Coca-Cola d'identifier en fait les performances de ces points de vente et de les expliquer. Merci Safia. Voilà. Alors, je profite de la présence avec nous de Bilal Jamoussi et je vous remercie de nous avoir consacré cette fenêtre temporelle. Vous avez parlé des ODD, vous avez parlé de l'accompagnement de l'Afrique dans son parcours d'innovation, parce que tous les exemples que vous m'avez cités, moi je vois de la technologie, mais je vois surtout de l'innovation, beaucoup d'intelligence humaine pour créer ces use cases et les mettre en pratique. Que fait l'IUT aujourd'hui pour accompagner les entreprises africaines dans ce chemin de l'innovation? Excellente question. Merci. Ce qu'on fait, c'est qu'à l'IUT, on a créé une catégorie de membres pour les PME. Parce qu'en fait, dans le secteur de normalisation, généralement et historiquement, c'est les grandes entreprises qui ont toujours joué un rôle de définition et de leader des normes internationales. Par contre, dans l'ère de l'industrie 4.0, il y a beaucoup plus d'utilisation de logiciels appliqués d'une manière locale et de point de vue langue et application dans les pays. Donc en Afrique, on table surtout sur l'implication des PME parce que ce sont les créateurs de valeur dans le secteur numérique en Afrique. Et donc les PME, on leur donne une plateforme d'interagir avec les grands, les géants comme Huawei, Cisco, etc. dans le domaine de connectivité par exemple et de services numériques et de connecter leur innovation sur une plateforme internationale pour qu'ils font partie de la normalisation et ils ont des stakeholders, des interlocuteurs sur l'échelle internationale. L'autre chose, ce qu'on fait en Afrique, c'est des groupes régionaux et des focus groups pour permettre non seulement aux régulateurs de télécom et au ministère de télécom de participer, mais aussi à donner une fenêtre aux PME et aux universitaires, parce qu'il y a beaucoup d'innovations de recherche scientifique qui se passent dans les universités africaines, qui est très intéressant. Par exemple, M-Pesa, la monnaie mobile a été créée en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde parle de Digital Financial Services, Mobile Money, etc. Mais en fait, c'était créé en Afrique à cause d'une nécessité. Et donc, il y a beaucoup d'autres bonnes idées, beaucoup de travail sur les villes intelligentes, par exemple, aujourd'hui en Afrique, intelligentes et durables. Et le travail sur les villes intelligentes et durables, avec les normes de l'UIT sur les KPI, les Key Performance Indicators, il faut collecter 130 données par ville
sur la connectivité, sur les aspects durables, sur la pollution, etc. Et juste le processus de collecter ces données donne un framework, un cadre pour rassembler les stakeholders, les gens qui travaillent dans les statistiques de la distribution de l'eau, de l'électricité, du transport dans la ville, du secteur connectivité des écoles, etc. La remontée de ces données, des 130 points de données, met en évidence la nécessité des données elles-mêmes, de la connexion, du collecte des données, du stockage des données. On a fait le premier projet de Smart Sustainable Cities, donc ville intelligente et durable, à Dubaï en 2014-2015. Et à travers cet exercice, Dubaï a créé un nouveau régulateur pour les données, parce qu'ils ont trouvé à travers cet exercice que les données étaient dispersées un peu partout. Il y a différents formats des données et il n'y a pas un cadre juridique pour la collection et le stockage de ces données. Et je pense que le même exemple est valable partout en Afrique, avec bien évidemment de différentes vitesses et différentes avancées. Mais le point central, je pense, et le message clé que j'aimerais passer, c'est toute cette discussion sur l'intelligence artificielle, machine learning et industrie 4.0 repose sur les données. Si on n'a pas les données, on ne peut pas avancer. Donc, big data, data collection, data storage, c'est vraiment l'essentiel. Dans le domaine financier, health, finance, transport, etc., c'est l'essentiel. Donc, notre accompagnement en Afrique, c'est de travailler en groupes régionaux, dans les langues de l'Afrique, avec des focus groups. On essaie d'ouvrir la porte vers les universités et les PME. Comme ça, on ajoute de la valeur tout en ayant une interaction avec les grands constructeurs et les grands players sur le continent. Merci. Merci beaucoup, docteur Jamoussi. J'ai quand même un pressentiment en écoutant, en tout cas les exemples que vous avez présentés les uns et les autres, que on va importer de la technologie appliquée en Norvège pour l'Afrique. On importe déjà des bouteilles de Coca-Cola, mais en plus, c'est la technologie qui va l'accompagner. Ou là, c'est peut-être en fait, c'est de l'innovation inventée ailleurs, exploitée localement. J'ai envie, moi, parce que j'ai vu des exemples locaux, et je vous rappelle qu'on était en période de Covid et qu'il fallait faire des choses locales. Imaginez que, déjà qu'on importe le vaccin pendant longtemps, imaginez qu'en plus, on devait aussi importer les technologies qui accompagnent ce vaccin. J'ai envie juste de citer un exemple qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, de la gestion de la chaîne de valeur des vaccins, depuis qu'ils arrivent aux aéroports nationaux jusqu'à leur distribution auprès des citoyens. Et donc, toute cette chaîne de froid, ça ressemble au use case de Coca, mais toute la chaîne de froid du vaccin dispensé au Maroc a été gérée par un use case local, monté localement, avec les technologies locales. Et c'est ce qui... Hier, il y avait pendant un panel, on a parlé du glocal. Il ne faut pas que ça devienne glauque non plus, mais glocal, c'est bien. Comment l'Afrique, avec ses technologies, avec ses moyens, avec peut-être ses problèmes que ne rencontre pas la Crète, ni la Norvège, ni que sais-je, comment l'Afrique peut développer sa propre version de l'industrie 4.0. Parce que si vous avez suivi les différents panels qu'on a vus depuis hier, là, vous êtes en train de me dire, pour faire l'industrie 4.0, il vous faut du cloud, il vous faut de l'infrastructure, du cloud souverain, de la fibre, et allez résoudre les autres problèmes et revenez dans 20 ans, on discutera 4.0. Et c'est pour ça que je n'aime pas la méthode allemande de penser les choses, c'est-à-dire si vous voulez la 4, il vous faut la 3, et si vous faut la 3, il vous faut la 2, etc. J'ai envie qu'on fasse des choses from scratch, un leapfrog africain sur des use cases africains. M-Pesa, c'est né ici, ça n'a pas été importé. Quels sont les challenges aujourd'hui quand on veut faire notre propre innovation ou à minima une reverse innovation?
Chakib. Merci. Ben écoutez, donc il faut être pragmatique, hein. Je crois que le premier problème de l'Afrique, c'est la connectivité. Je crois qu'aujourd'hui, on sait très très bien. Donc, on a compris que Huawei a de la connectivité. Non, mais aujourd'hui, alors, mais il faut être concret. Donc, on va regarder rien que la réalité marocaine pendant la Covid. S'il n'y avait pas la télévision marocaine pour transmettre les cours, les élèves dans des zones éloignées n'auront pas pu suivre les cours. Ça, c'est la connectivité. La connectivité, on s'est rendu compte non seulement pour les cours, mais pour travailler, mais pour sauver des vies. L'ITU a parlé pendant la Covid qu'il fallait redéfinir le concept de la connectivité. Donc la base aujourd'hui, c'est la connectivité. Aujourd'hui, donc, Huawei travaille avec beaucoup de pays africains pour mettre en place un plan de haut débit. Et si on n'a pas un plan de haut débit et la connectivité, on ne peut rien faire. Donc après... Donc mais justement, ça se mord la queue, ce truc. C'est-à-dire, si vous voulez l'industrie intelligente, il vous faut le haut débit. Moi, j'aime bien les exemples africains, c'est-à-dire il faut aussi réfléchir low-tech pour dire, est-ce que je ne peux pas résoudre ça avec un SMS? Pensant pragmatique, beaucoup plus pragmatique que ce que vous me proposez. Alors, est-ce qu'on parle de SMS, on parle de transformation digitale? Quand on parle aujourd'hui de l'industrie 4.0, on a besoin de la connectivité. Ça, c'est un fait. Si on n'a pas de la connectivité, on ne peut rien faire. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des talents. Alors, les talents, il faut les former. Donc, ça ne s'invente pas. Aujourd'hui, Huawei, donc, nous avons un programme que nous avons mis en place en Afrique, également au Maroc. Nous formons des talents. Ici, au Maroc, nous avons un programme où nous avons des ambitions de former 30 000 talents d'ici 2024. Dans l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez bricoler comme vous voulez, mais si vous n'avez pas la connectivité et les talents et la plateforme pour traiter les données, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Je parlais avec des personnes de Smart Africa. On a un gros challenge aujourd'hui en Afrique, qui aujourd'hui c'est connecter l'Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'on a parlé longtemps et longuement de la souveraineté, du cloud, etc. Nous avons mis en place un cloud avec un petit pays qui s'appelle le Capo Verde, qui aujourd'hui qui est opérationnel. Donc mon ami Mounir, donc il a présenté donc le cas hier de Capo Verde. Capo Verde aujourd'hui, donc ils ont une souveraineté numérique au niveau des clouds parce que le gouvernement a mis les moyens. Ils ont formé, donc ils ont mis une plateforme et aujourd'hui ils ont des cas d'usage dans la télémédecine, dans l'éducation. Plus que ça, on a parlé de la confiance au niveau africain. Les pays limitrophes de Capo Verde utilisent le cloud data center qui est basé au Capo Verde. Donc Guinée-Bissau et d'autres utilisent ce cloud. Donc ça, c'est la réalité. Donc on peut bricoler comme on veut, mais si on veut faire l'industrie 4.0, il faut des talents, il faut des lois, il faut une gouvernance. Donc il faut aussi une volonté politique. Et donc ça, c'est la base, c'est le fondement. Après, on va mettre la partie infrastructure digitale, mais après, on travaille dessus. Mais par contre, il y a des étapes qui sont indispensables. J'aime bien ce discours. Monsieur Salah, oui, si je peux me permettre, je dois dire au revoir. Je sais. Parce que j'ai un autre panel, mais je réponds très rapidement que la connectivité est indispensable. Aujourd'hui, 700 millions d'Africains ne sont pas encore connectés. Donc, c'est très important d'avoir la connectivité. Avec ça, merci beaucoup et je vous souhaite un successful panel. Merci beaucoup, Dr Bilal Jamoussi, depuis Genève. Merci beaucoup. Merci. Safia, je sais que vous êtes aussi directrice des opérations Afrique et vous menez des projets à l'international. Est-ce que, justement, Chakib a parlé des talents, est-ce que vous avez localement ces compétences qui vous permettent de travailler sur ces technologies? C'est-à-dire, au moins si on n'est pas capable encore, parce qu'on n'a pas la connectivité, on n'a pas toute l'infrastructure localement de développer ce genre de use case, est-ce qu'on est capable d'exporter un savoir-faire sur ces thématiques? Oui, merci pour la question, parce que c'est effectivement un des prérequis et des succès, conditions de succès, c'est d'avoir les compétences et d'avoir le savoir-faire. Et là, en fait, je rejoins ce qu'a dit Chakib, il n'y a pas de miracle, il faut former. On n'a pas assez de compétences et c'est tout notre challenge et notre raison d'être en Afrique aujourd'hui, à tous, c'est de former. On crée des centres de services, des centres de compétences, que ce soit au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, pour justement former le maximum possible, essayer de les retenir et puis de les faire travailler sur les technologies les plus avancées.
Donc on n'a plus aujourd'hui de frontières, ils travaillent sur exactement les mêmes sujets que les sujets. Je voudrais justement rebondir sur un peu la keynote de Karim Aboulès tout à l'heure. Il parlait d'identité numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a décidé de créer un centre de recherche et de développement chez Atos au Maroc sur ces sujets-là. Et qu'on a des calls avec nos collègues qui sont en UK, qui nous posent des questions très précises sur certaines problématiques. Et ce sont des ingénieurs marocains qui travaillent sur ces sujets-là, qui répondent. Et ils sont souvent impressionnés par les résultats, par ce qui a été développé. Si on revient à l'industrie 4.0, ce qu'il faut comprendre, c'est que les use cases doivent être locaux. C'est-à-dire que tous ces exemples-là qu'on a donnés, eh ben, pour s'appliquer, ça va même au-delà d'un pays, c'est presque une région. Chaque région, chaque problématique doit adapter un use case à son propre environnement. Donc là, il y a déjà un travail. On n'importe pas une solution et bêtement, on la met en place. Donc on utilise, on leverage ce qui a déjà été fait pour ne pas bâtir de zéro. Et puis derrière, il y a énormément de travail pour vraiment le mettre en place. Et le challenge aussi, c'est de passer d'un POC, d'un proof of concept, à une véritable solution. Et là, c'est vraiment un challenge parce qu'on a beaucoup d'exemples où finalement, ça reste au niveau de POC et ça ne démontre pas la vraie business value. Et ça, c'est très important parce que tout ça, on ne le fait pas pour l'exploit technologique, on le fait parce que derrière, ça répond à une problématique business qui doit être bien pensée, anticipée d'abord. Ensuite, il y a beaucoup d'autres choses, parce que quand on déploie ce type de solutions, déjà, il faut les sécuriser. Donc, on a besoin aussi de profils et d'experts de cybersécurité qui vont permettre de sécuriser ces solutions et de s'assurer qu'elles sont mises en place, elles sont scalable, à la bonne échelle, qu'elles répondent aux besoins business et qu'elles sont bien sûres. Très bien. Voilà. Je reviens vers Hicham et je sais que SAP a sûrement déroulé des use cases agricoles, par exemple, en Afrique, mais ce road trip africain vous a sûrement fait remonter les obstacles, les freins, les problèmes que rencontre un déploiement de solutions qui a fait ses preuves, mais quand elle arrive sur le territoire africain, elle découvre le tout-terrain africain. Quels sont pour vous justement les obstacles qu'il faut résoudre, les vrais verrous qu'il faut résoudre pour que les choses soient effectivement scalables au niveau africain? Oui, tout à fait. En fait, là, sans surprise, je rejoins Shakib sur la connectivité. C'est des fois, effectivement, on parle du cloud et des fois on dit oui, cloud souverain, etc. Le cloud, ça rejoint effectivement ce que tu as dit, c'est le leapfrog. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut aller vers le cloud. Le jour où on est prêt avec nos solutions locales, on revient ici. C'est tant mieux. Mais pour pouvoir l'exploiter au maximum, on a besoin d'avoir la connectivité, une connectivité de qualité. On a aujourd'hui des clients qui sont vraiment qui ont la maturité intellectuelle pour aller vers l'entreprise intelligente et tout ce qui en soit. Et on est talonné par des challenges de connectivité. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, à mon avis, qui est essentiel, c'est le capital humain. Et ça, ce qui nous ramène des fois, tout récemment, j'ai eu l'occasion d'être dans une présentation chez un client, et à la fin, les cadres qui étaient avec nous, ils disaient non, mais ça c'est trop pour nous. Alors que, encore une fois, on leur a dit, on est en train de vous ramener les best practices qui se font dans votre industrie, à travers les 180 pays dans lesquels SAP est dans le monde, et on vous ramène ça sur un plateau pour vous permettre réellement de faire une transformation digitale. Et ça commence par les process. On vous montre comment les entreprises qui sont assez évoluées, qui sont bien avancées, leaders mondiaux, quels process ils sont en train de mettre en place pour avoir cette transformation digitale au bout du doigt. Et si on n'a pas le capital humain qui comprend cette transformation en profondeur et qui ont les bases pour pouvoir l'accueillir et l'accompagner, on ne va pas aller loin. Et moi, sur cette histoire de capital humain, je dirais, le problème, il est de fond. C'est pas en venant, nous on vient en bout de chaîne, comme Huawei, comme Atos, on a des programmes, l'YPP, etc., qui permettent de reconvertir des jeunes, mais c'est un peu trop tard.
il faut qu'on intervienne vraiment au b.a.-ba, au niveau de l'éducation primaire, pour inculquer de la technologie à ces jeunes-là. On a chez SAP un programme qu'on fait, c'est CodeWeek, Coding pour Africa, mais ça reste, on est à une échelle, allez, on va taper sur les 10 000, 100 000, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème fondamental de l'Afrique. On doit réellement adresser ça, inculquer ça dans le primaire pour permettre à ces jeunes-là d'intégrer le coding dans leur manière, et c'est ça qui va créer le déclic d'innovation chez nos jeunes. C'est fondamental. Très bien, merci beaucoup. Alors, on s'approche du deadline. J'ai envie juste de sortir un peu du côté technologique, usage, etc., et de me rappeler qu'on vient de boucler une COP26 où on a parlé changement climatique et pollution, puis dépollution, etc. J'ai envie de brainstormer ensemble sur ça. Est-ce que, en allant vers le chemin de l'industrie 4.0, je sais que vous allez me sortir des use cases comme quoi on a utilisé des clouds pour résoudre des problèmes de CO2, je ne sais pas dans quel pays, mais est-ce qu'aujourd'hui, les technologies qu'on est en train ou les use cases qu'on est en train de promouvoir, ils sont green déjà à la base, parce que ça ne sert à rien de mettre des choses dont la couleur n'est pas très clean et de revendre des solutions 4.0 par derrière pour nettoyer tout ça. Si je veux réfléchir, moi, en Afrique, à une industrie 4.0, mais je dirais clean by design, est-ce que ça se tient? Est-ce qu'il y a du sens dans ce que je suis en train de dire? Ça, c'est question piège surprise. Je peux en fait parler de ce qu'on est en train de faire là dans ça. Et je pense que SAP, on a réellement investi ce sujet d'une manière très sérieuse. Sustainability, elle est dans tout ce qu'on fait. On a lancé dernièrement un programme qui s'appelle ESG, c'est Environmental Sustainability and Governance, dans lequel on accompagne les entreprises à intégrer cette composante-là dans toutes les décisions qu'ils vont prendre. Je parle d'une entreprise qui va fabriquer peut-être dans le FMCG, et on va dans leur process de supply chain, dans leur process de production, on va leur donner les outils pour voir combien ça va leur coûter s'ils veulent être clean by design, et combien ça va leur coûter et quel est l'impact sur le produit final, quel est l'impact sur leur marge, etc. Et c'est à l'entreprise de prendre ce genre de décision. Aujourd'hui, si je parle de l'Afrique et en l'occurrence sur le Maroc, on est talonné par les nouvelles règles européennes. Donc c'est un must, c'est même pas un choix. Pour toutes les entreprises exportatrices, c'est quelque chose qu'ils regardent de très près, et ils doivent se mettre, malheureusement, c'est par la pression et par on va dire les règles, la réglementation qu'on doit driver ça, mais aujourd'hui c'est une réalité, et en SAP on est vraiment très, très en amont là-dessus, et c'est un vrai sujet qu'on voit au niveau de beaucoup d'entreprises sur l'échelle africaine. Quelqu'un d'autre qui veut réagir là-dessus? Par rapport à ça. Donc en fait, nous avons donc une business unit énergie. Donc le sujet de la décarbonation, c'est un sujet qui est très important pour nous. Premièrement, donc vous parlez de clean par design. Donc nous, nos produits sont clean par la conception déjà. Parce qu'en fait, on gère l'efficacité énergétique, premièrement, au niveau des data centers, au niveau du cloud, au niveau du computing, premièrement. Deuxièmement, même au niveau des piles de lithium aujourd'hui qu'on utilise, on utilise l'intelligence artificielle pour avoir une meilleure efficacité énergétique. Deuxièmement, aujourd'hui, même au niveau de l'infrastructure qu'on déploie aujourd'hui, donc on passe aujourd'hui à la 5G, la 5G aujourd'hui consomme 40% de moins que la 4G. Donc aujourd'hui, nous, on pousse pour une industrie décarbonée. Et donc dans cette industrie décarbonée, donc on accompagne effectivement donc les lois qui sont en vigueur, et aujourd'hui, donc dans cette industrie qui est décarbonée, toutes les solutions qu'on va mettre en place, ou l'infrastructure qu'on va mettre en place, c'est conforme par rapport à une industrie décarbonée, et aussi on gère l'efficacité énergétique au niveau que ce soit au niveau de réseau fixe ou au niveau de la fibre optique. Vous savez aujourd'hui que la fibre optique consomme beaucoup moins d'énergie que la DSL. Donc aujourd'hui, l'efficacité énergétique, on la gère. Et aujourd'hui, donc, on gère aussi des solutions, nous disposons des solutions de transport d'énergie et de stockage d'énergie. Donc, beaucoup de clients connaissent Huawei leader dans le télécom, mais nous sommes aussi leaders dans l'énergie. Je crois que nous avons 20 ou 25% au niveau de l'énergie, parce que nous avons des solutions, on sait transporter l'énergie et on sait le stocker.
Très bien, merci. Safia, une réaction? Oui, juste très, très rapidement. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit au centre de la stratégie de SAP et de Huawei. Atos aussi, hein, on est très, très attentif à ça et on a lancé il y a quelque temps déjà une offre décarbonation qui est une des offres qui a le plus de croissance dans le groupe aujourd'hui, qui consiste à accompagner nos clients en conseil et en implémentation de solutions qui vont leur permettre de calculer leur footprint CO2 et puis de le réduire de façon considérable, et grâce à des solutions technologiques. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais me permettre de résumer, mais c'est vraiment un nuage de mots de tout ce qui a été prononcé depuis tout à l'heure. Il y a effectivement la couche technologique où là, on va retrouver de la 5G, du cloud, du digital twin, de la data, big data, intelligence artificielle, etc. Tout ça, ça va servir à construire une entreprise intelligente, connectée à son écosystème, parce que qui dit Industrie 4.0 dit une connectivité de bout en bout, du client jusqu'au consommateur. Le client sait ce qu'il consomme, le producteur sait ce qu'il produit en temps réel. C'est la nouveauté. Et puis, ça ne marchera que si on a un capital humain capable d'accompagner cette révolution. Et n'oublions pas d'en faire une révolution décarbonée et durable. Tout ça pour une Afrique innovante, humaine, durable et technologique. Merci beaucoup à tous mes panélistes. Je remercie Bilal Jamoussi qui nous a quittés, Safia Faraj qui était présente avec nous, Shakib Ashor et Hicham Iraqi Husseini. Merci beaucoup. Un, deux. Oui, ben merci beaucoup à nos panélistes intervenants et à notre modérateur, très bon. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour eux, s'il vous plaît? Et puis, on va se lever, on va se dégourdir un peu les jambes, on va s'applaudir aussi nous-mêmes, parce que je trouve qu'on a eu une super session ce matin. Voilà. OK, alors, du coup, je vais vous annoncer les différents ateliers de l'après-midi. Alors là, les ateliers vont commencer à 14h15. Nous avons 3 ateliers simultanés sur différents thèmes. Donc, nous avons l'EduTech avec le partenaire 01 Talent. Ensuite, nous avons un atelier sur le e-commerce avec le partenaire ITC PCAO. Et nous avons un atelier numéro 3 sur les Women in Tech qui est en partenariat avec la FEM, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Et donc, selon les salles pour les ateliers, elles sont situées à l'étage, s'il vous plaît. Et là, je vais vous donner brièvement les salles. Alors, donc l'atelier numéro 1, il a lieu à la salle Al-Khwarizmi. Et l'atelier numéro 2 à l'atelier Ibn Toufaï. Et l'atelier numéro 3 à l'atelier Ibn Toufaï. Et l'atelier numéro 2 à la salle Fatima El Fira. Donc tout ça, en fait, c'est là-haut. Je pense que c'est très bien indiqué. Depuis le début, nous avons des charmantes hôtesses qui nous évitent de nous perdre. Je pense que ça sera la même chose pour les ateliers. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Et s'il vous plaît, on vient à temps cet après-midi, parce que là, on me fait le rappel, et je crois que la reprise, c'est à... que je ne me fasse pas trahir. Oh, mince. Alors, attendez. Oui, donc c'est 14h15, début des ateliers, et enfin, 15h45, c'est la plénière de clôture, qui va durer 45 minutes maximum, et après, ce soir, on a un dîner de gala. Work hard, play hard. Voilà. Donc, ce soir, il y a le gala. On va danser, on va s'amuser après avoir travaillé pendant 2 jours. Donc, je vous dis bon appétit et on se retrouve tout à l'heure. Merci bien.